Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des reviews jeux vidéo de Helvétique. Pour expliquer un petit peu, je vais faire principalement deux formats différents. Le format où je vais parler, donner mon avis et évidemment noter des jeux vidéo. Et un autre qui suivra quand j'aurai le temps et les moyens de m'investir principalement dans donc les mangas et animés. Aujourd'hui donc, j'ai envie de vous parler du jeu Gnosia. Donc, pour le studio et développement, Gnosia, c'est un jeu de rôle visual novel et déduction sociale japonais sorti en juin 2019 sur PS Vita. Il a eu droit d'abord à un premier portage en 2020 sur Switch, puis un deuxième en 2022 sur Windows, puis un dernier en 2023 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series XS. Il y a un animé Gnosia qui est sorti de octobre 2025 à mars 2026 avec un total de 21 épisodes. Je parlerai donc aussi de l'animé dans cette review, je trouve que ça colle mieux d'en parler les deux pendant une seule review, mais je ne vais pas noter l'animé, je vais uniquement en parler. En revanche, je vais bien sûr noter le jeu comme une review normale. Le jeu a été développé par le studio Petit Dépoto et édité par Demebius pour la PS Vita, Petit Dépoto pour la Switch et Playism pour le reste. Petit Dépoto, c'est un petit studio indépendant de 4 membres uniquement. Ils ont sorti un seul jeu avant Gnosia, du nom de Unholy Heights, un tower defense, qui était sorti en 2012. En 2000, le groupe avait débuté en tant que collectif doujin indépendant, les Globules, créant des jeux d'aventure avant de se renommer Petit Dépoto. Je n'expliquerai pas ce qu'est un doujin. Demebius, quant à eux, c'est un éditeur et développeur de jeux vidéo japonais. Ils ont principalement sorti le jeu Gnosia en physique au Japon. Ils s'occupent principalement des goodies. Playism, quant à eux, c'est un des plus anciens et importants éditeurs de jeux vidéo indépendants au Japon. Et ils aident les studios ou développeurs solo à atteindre un public international. Ils s'occupent parfois même des traductions, adaptations culturelles aussi, des portages sur console, Switch, PlayStation ou Xbox, et au marketing ou à la promotion via des événements comme du coup le Playism Game Show. Ils ont d'ailleurs une page Steam avec tous les jeux indépendants qu'ils proposent. L'animé, lui, a été produit par le studio Domerica. Le studio a été fondé en 2012 par un animateur CGI freelance du nom de Kazuya Ichikawa. Ils ont commencé par des animations originales sur le net, le plus connu étant sûrement Romantic Killer sorti en 2022, avant de faire des animés ou séries télévisées basées uniquement sur des jeux vidéo, comme par exemple Seven Night Revolution, The World Ends With You, The Animation, etc. Le jeu, lui, a été très bien reçu par la communauté, mais reste vraiment beaucoup un jeu de niche, comme la plupart des jeux light novel et comme beaucoup de jeux japonais aussi. Et l'anime, lui, était encore mieux accueilli que le jeu, étant considéré comme l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo de ces dernières années. Et personnellement, d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs animés du moment que j'ai pu voir. C'est donc un animé qui me tient vraiment à cœur, qui est très spécial, qui ne plaira sûrement pas à tout le monde, mais qui est vraiment très intéressant sur plusieurs aspects. On en reviendra évidemment plus tard. On va maintenant passer au gameplay. Le gameplay s'inspire très fortement des jeux loup-garou, tout le monde connaît je pense, ou aussi un petit peu, l'animé était considéré comme une sorte de Among Us animé, mais ils ont un petit peu plus creusé en fait, et ils ont rajouté justement cette fameuse déduction sociale qui change un petit peu le jeu, qui va, comme je disais, plus en profondeur par rapport aux personnages. Principalement, les personnages sont très très importants, ils ont tous une personnalité unique, et nos choix n'ont pas forcément beaucoup d'influence, on en reviendra plus tard, mais nos choix reflètent un peu qui on est au final. Bien évidemment, si on considère ce jeu, si on essaie d'y jouer de façon légitime, en restant nous-mêmes, et non en pensant comme un jeu vidéo et en faisant n'importe quoi, bien évidemment. Donc le gameplay, il varie vraiment beaucoup en fonction de où on en est dans le jeu. On commence seulement avec un tout petit groupe de personnages, avec aucun rôle spécial à part Gnosia et humain, avec aucune capacité d'ailleurs, et presque pas d'expérience non plus. C'est uniquement en faisant des boucles et des boucles et des boucles qu'on obtient de l'expérience, etc. pour monter nos caractéristiques qui sont au nombre de 6. Il y a le charisme qui augmente l'influence de nos commentaires, ce qui rend les gens plus aptes à nous suivre. L'intuition qui sert parfois à voir si une personne ment et à remarquer plus facilement les gens avec des comportements étranges. La logique qui sert à convaincre plus facilement les autres qu'on a raison. Le charme qui nous rend plus amical et qui baisse nos chances de se faire choisir pour le Cold Sleep. Je reviendrai après sur ce que sont ces choses. La performance qui nous rend meilleurs menteurs
lenteur et nous aide à faire passer nos messages plus efficacement, et la furtivité, qui baisse nos chances d'être pris pour cible par l'hypnosia durant le saut spatial et qui rend plus difficile pour les autres de tester nos intentions malveillantes. Ces points d'expérience et ces 6 caractéristiques sont utiles en tant que tels, mais aussi pour débloquer de nouvelles capacités très utiles, comme demander aux autres de dévoiler leur rôle, docteur, ingénieur, service de garde, etc. De parler pour ne rien dire histoire de perdre le cours de la discussion, de pointer du doigt le fait qu'une personne est soit 100% gnosia ou soit 100% humaine, de donner un soutien fort à un propos d'un autre personnage, que ce soit accuser ou défendre une personne, de se défendre efficacement contre des accusations, etc. Plus on avance dans le jeu, plus on en débloque, ce qui change du coup drastiquement la façon de jouer, en plus du fait qu'il y a de plus en plus de personnes dans le jeu qui ont tous des caractéristiques différentes. Il faut donc s'adapter en fonction de chaque personnage, de comment les attaquer, avec qui faire des alliances, etc. Du coup, le gameplay s'améliore de boucle en boucle. Il y a certaines capacités, pour y revenir par exemple, qui peuvent retourner les doutes contre celui qui accuse, ce qui est très fort et très efficace. Il y en a un autre qui bloque totalement la défense pour une personne accusée, ce qui la rend très vulnérable, ou encore une capacité qui sert à supplier tout le monde pour ne pas être cryogénisé alors qu'on avait été choisi par le vote. En tout, il y a 30 capacités qui ont toutes des effets divers et qui sont toutes utiles au cours de la partie. Ils se débloquent quand on a assez de points dans certaines statistiques, comme par exemple avoir 15 en charme pour avoir une capacité qui permet de demander une collaboration avec une personne, ou 25 en charme qui permet d'utiliser la commande regret quand on nous accuse, ce qui augmente la sympathie des membres à notre rencontre. On est donc plus facilement défendu, etc. Donc monter nos statistiques est très utile et pour avoir les bonus du charisme, de l'intuition, de la logique, du charme, de la performance et de la furtivité, mais aussi pour avoir plus facilement le nombre de points qu'il faut pour avoir les capacités. Il y a un gros souci dans le gameplay par contre, surtout au début du jeu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vraies réponses que l'on donne aux autres en fait. C'est-à-dire que soit on accuse une personne, soit on la défend. Mais il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de texte différent pour nous dire par exemple je la suspecte parce que. C'est vraiment juste je trouve cette personne louche, non moi je la crois, oui en effet je la trouve louche. Voilà, c'est à peu près ça le début du jeu. Donc c'est de l'intuition. Parfois il y a les possibilités de voir si une personne ment, mais les autres ne le savent pas forcément. Donc il faut, nous on a la certitude que, mais les autres ne l'ont pas, donc il faut réussir à les convaincre. Donc c'est vraiment, c'est pas du Danganronpa avec des textes prédéfinis, avec des réponses claires et précises pour chaque situation. Là, c'est vraiment uniquement des accusations dans le vent, presque comme des vraies parties d'ailleurs de Among Us, ce qui rend le jeu presque un peu trop réaliste. Donc, même s'il y a des choses très logiques, comme par exemple 2 ingénieurs, l'un des 2 qui se fait tuer pendant un saut par l'hypnosia, donc évidemment. Donc le second ingénieur, c'est forcément Agnosia. En tout cas, au début du jeu, quand il n'y a uniquement que humain Hypnosia. Mais si on vient accuser le haut ingénieur, ils vont pas forcément comprendre l'accusation envers cette personne. En fait, ils vont pas comprendre pourquoi on l'accuse, ils vont juste se dire tiens, il accuse, moi je crois cette personne et c'est tout. Il faut débloquer des compétences plus tard dans le jeu pour être plus crédible. Un autre souci aussi du début du jeu, c'est que les personnages ont tendance à voter facilement pour l'Hypnosia sans preuve. C'est qu'en fait, dès le début du jeu, ils ont évidemment plus de compétences et de caractéristiques que nous, donc ils voient plus facilement si une personne ment, ils voient plus facilement les gens louches, etc. Donc ils vont accuser plus facilement une personne, mais vu qu'au début du jeu, on ne sait pas forcément qu'ils vont voter pour les gens louches en premier. On fait gaffe uniquement plus tard dans le jeu quand on commence à avoir des caractéristiques, donc c'est pas trop embêtant. Le problème c'est qu'il faut aussi faire très attention car les gens votent pour les gens louches. Ça prend aussi en compte des fois, j'ai remarqué en tout cas que souvent les gens votent très facilement pour les anges gardiens par exemple. Ou évidemment quand il y a plusieurs ingénieurs, docteurs, etc., les vrais ne sont pas forcément plus louches que les faux. Et un autre souci aussi, c'est que dans plusieurs cas, il y a des gens qui vont accuser en boucle une personne précise pendant les meetings et ils vont pas du tout voter contre cette personne durant les votes. Ça c'est aussi très frustrant parce qu'on s'imagine que cette personne accusée en boucle va être évidemment votée juste après. Finalement ça peut retourner totalement une partie quand toutes ces personnes du coup ne vont pas du tout voter pour elle. C'est un peu embêtant, en général ça disparaît justement avec la montée de niveau. Plus on arrive à être convaincant envers les gens, plus ils vont nous suivre, alors qu'au début ils ont tendance facilement à ignorer un peu ce qu'on dit, et à raison dans un sens. Donc voilà. Du coup, le gameplay se joue sur 5 tours de jeu. C'est-à-dire qu'il y a 5 tours dans lesquels il y a des débats. On ne doit pas
trop parler, au risque d'être suspect, on ne doit pas trop se taire non plus, au risque d'être suspect, ce qui en soi correspond assez bien à la réalité. Le gros problème aussi, c'est que c'est souvent le dernier tour qui compte le plus. Donc même si on passe parfois 4 tours à accuser une personne, si au 5e tour, une personne arrive à convaincre que c'est une autre personne, ils voteront plus facilement pour l'autre. Encore une fois, c'est un souci qui disparaît quand on monte de niveau, quand on monte nos statistiques principalement, ou en fonction aussi de comment la partie se déroule. S'il y a une personne qui est quasiment à 100% Gnosia, en général, même si la 5e fois le vote sera contre quelqu'un d'autre, normalement ils vont le suivre. C'est surtout quand il n'y a aucune preuve. Au bout d'un moment dans le jeu, du coup, on va débloquer tous les rôles, mais aussi la possibilité de choisir les réglages du jeu. Par exemple, le nombre de joueurs maximum. Donc il y en a 15 en tout avec nous-mêmes. On peut choisir le nombre de Gnosia dans une partie, on peut choisir s'il y a des ingénieurs, docteurs, etc. Et on obtient aussi une aide qui nous donne les bons réglages pour faire avancer le scénario du jeu ou pour obtenir certains dialogues qui nous donnent des nouvelles capacités. Donc en général, nous donne déjà les solutions. Pour donner un exemple, il faut qu'il n'y ait que 8 personnes dans le vaisseau, il faut que dans le tas, il y ait 2 Gnosia, mais pas d'ingénieurs, pour créer la fameuse situation où... Et c'est donc assez intéressant de pouvoir d'un côté faire un peu ce qu'on veut avec les réglages, bien évidemment avec des limites, on peut pas avoir plus de la moitié de l'équipage qui sont des Gnosia, évidemment, mais le fait de pouvoir choisir son propre rôle, mais aussi le nombre de rôles qu'il y aura dans la partie, etc., ça rend quand même le jeu très intéressant pour faire du bac à sable en fait, mais aussi pour expérimenter un peu des choses, et avoir aussi de l'expérience, évidemment, à chaque fois qu'on finit une boucle. Le fait aussi d'avoir les pré-réglages déjà faits, c'est très pratique, sinon on ne s'en sortirait jamais avec le nombre de possibilités qu'il y a de réglages. Pour réussir à trouver la boucle temporelle qui correspond aux attentes, ce serait beaucoup trop dur. Donc vraiment, cette idée était vraiment, je trouve, très cool. Même si le scénario n'avance pas forcément à chaque boucle. Et en même temps, il y a aussi des fois le scénario qui n'avance que si on arrive, par exemple, à laisser une personne en vie. Mais même quand on utilise donc cette option, le scénario n'avance pas forcément. Il y a aussi beaucoup de fois où il faut juste avoir des informations sur chaque personnage, évidemment. C'est d'ailleurs le but du jeu en soi. Mais il faut surtout réussir, sans savoir parfois au tout début du jeu, laisser certains personnages en vie pour justement débloquer les fameux dialogues, soit avec une seule personne, soit des fois avec 2 ou 3 personnages. Il faut donc que ces 3 personnages soient en vie au moins à la fin du premier vote. Mais vu qu'on ne le sait pas si on vote pour la mauvaise personne, on va attendre une boucle d'après. Mais en soi, c'est quand même assez peu le cas. On se retrouve quand même souvent avec des choses à faire, donc ça reste quand même très bien. On arrive donc à un moment du jeu avec 8 rôles distincts: humain, Gnosia, ingénieur, docteur, ange gardien, service de garde, assez follower et bug. Les humains, c'est en gros des villageois, c'est-à-dire qu'ils peuvent rien faire de spécial. Ils gagnent quand tous les Gnosia sont cryogénisés et qu'il n'y a pas de bug encore présent. Les Gnosia, eux, c'est un rôle un peu plus complet parce qu'ils peuvent déclarer être soit ingénieurs, soit docteurs, et peuvent donc faire des hauts diagnostics à chaque saut pour semer le trouble. Ils peuvent aussi évidemment donc tuer une personne à chaque fois durant un saut, au choix, mais il arrive dans un cas précis qu'on ne puisse pas tuer une personne pendant un saut, c'est si cette personne est un bug. On ne le sait pas en avance, évidemment, mais les bugs sont immunisés donc contre les attaques de Gnosia. Le deuxième cas de figure, c'est si un ange gardien a protégé la cible en vise. Les Gnosia, quant à eux, gagnent quand il reste plus assez de personnes pour faire des votes, c'est-à-dire quand la moitié des survivants sont des Gnosia. S'il reste 6 Gnosia sur 12, les Gnosia ont gagné. L'ingénieur, qui est un rôle unique, le vrai donc, pas les faux, qui permet à chaque saut de vérifier l'état d'une personne, si elle est humaine ou Gnosia. Il n'y a pas d'autres informations s'il s'agit d'un AC follower ou d'un ange gardien. Par contre, s'il fait une recherche sur un bug, le bug meurt aussi pendant le saut. Donc, on peut se retrouver avec un saut et 2 morts pendant le saut. L'ingénieur donc gagne avec les mêmes conditions que les humains. Le docteur, qui est aussi un rôle unique, le vrai donc de nouveau pas les faux, qui permet de vérifier l'état du personnage qui a été cryogénisé lors du dernier débat, savoir si on a réussi à éliminer un Gnosia ou non. Il gagne avec les mêmes conditions que les humains, lui aussi. L'ange gardien, qui est un rôle unique et qui pour le coup ne peut pas être déclaré ni copié. Son rôle c'est qu'il peut protéger une personne par saut, que les Gnosia donc ne puissent pas le tuer. Donc si par exemple dans une partie on sait qu'une personne est forcément humaine et qu'elle est forcément ingénieure
ou docteur, principalement, c'est surtout ces deux rôles qu'il faut sauver. En général, l'ange gardien devrait sauver ces personnes-là pour garder toujours le plus longtemps possible des informations très utiles, donc avec soit l'un soit l'autre. Il a par contre un très gros défaut, c'est qu'il ne peut pas se protéger lui-même. Il est obligé de protéger une autre personne. Et il gagne aussi avec les mêmes conditions que les humains. Le service de garde, qui est un rôle secondaire, ils sont toujours par deux, et le rôle ne peut pas être volé par un Gnosia, Bug ou ses followers. Et ça permet tout simplement de savoir qui est entièrement humain. Donc en général, s'il y a une personne du service de garde qui va commencer à accuser une personne, tous les humains vont plus facilement faire confiance parce qu'ils savent que cette personne est forcément humaine, même si elle peut évidemment se tromper. La raison du rôle, c'est qu'en fait ce sont deux gardes du vaisseau qui ne sont pas sortis sur la planète et donc qui n'ont pas pu être infectés par le Gnosia. J'en parlerai en détail plus tard. Et par contre, le très gros point négatif, c'est qu'ils sont souvent et pour cible en premier par les Gnosia, justement parce que on peut pas les accuser à tort en fait. Du coup, ils sont très vulnérables et vu qu'ils sont deux, c'est un peu du 50-50 avec l'ange gardien. S'il décide évidemment de sauver un des deux, qui n'est pas toujours sûr. Et les services de garde gagnent évidemment aussi avec la même condition que les humains. L'AC Follower, quant à lui, c'est un rôle assez spécial parce que ça reste un humain normal, donc il peut pas se faire détecter par les ingénieurs ni par les docteurs, donc à chaque fois ils diront cette personne est humaine. Alors oui, mais ils sont fanatiques d'une secte religieuse qui vénère le Gnos, qui est une entité liée au Gnosia. Ils aident donc les Gnosia à gagner la partie et peuvent eux aussi se déclarer ingénieurs ou docteurs pour semer le doute. Par contre, l'AC Follower ne sait pas qui sont les Gnosia et doit aussi découvrir qui ils sont pour pouvoir les aider. Donc ça se peut que, sans savoir, tu vas éliminer la mauvaise personne. Ça reste un rôle assez compliqué et solitaire. Parce que, évidemment, les Gnosia ne vont pas se priver d'éliminer l'AC Follower non plus. Car évidemment, il peut être éliminé par les Gnosia durant le saut et durant les débats par la cryogénisation. L'AC Follower, donc, gagne si les Gnosia gagnent la partie. Et le dernier rôle, c'est le Bug. Le Bug qui est lui aussi un rôle assez unique, qui permet lui aussi de se déclarer en tant qu'ingénieur ou docteur, mais il a littéralement pas d'allié dans la partie. Son seul but, c'est de gagner la partie, peu importe comment. Donc que ce soit les Gnosia qui gagnent ou les humains qui gagnent, il faut qu'il reste en vie jusqu'à la fin. Par contre, s'il reste en vie jusqu'à la fin, l'univers est détruit. Donc en général, il est quand même assez facilement la cible numéro 1 des humains et des Gnosia, parce que que ce soit humain ou Gnosia, les deux meurent à la fin si le Bug reste en vie. D'ailleurs, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, les Bugs ne peuvent pas être tués durant le saut à cause des Gnosia. Par contre, il peut en effet mourir pendant le saut si un ingénieur fait des recherches sur lui. En général, la manière la plus efficace quand même de se débarrasser d'un bug, c'est évidemment de voter pour lui et de le cryogéniser. Donc voilà pour les rôles. Donc juste pour faire une petite parenthèse, quand il y a quasiment tous les rôles en même temps, surtout donc évidemment les Gnosia, ingénieurs, docteurs, bug et AC followers, on peut se retrouver avec beaucoup de personnes qui se disent être ingénieurs ou qui se disent être docteurs, ce qui rend la partie très compliquée. Et nous-mêmes, on ne fait pas partie d'un de ces rôles. On n'a vraiment aucune information sur qui ment ou non. Il faut attendre un bon moment dans la partie avant de se dire tiens, lui il avait dit un truc un peu bizarre, ça correspond pas trop. Ça rend vraiment les parties des fois assez compliquées, mais ça rend aussi les parties très intéressantes. Ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est que le style du jeu va varier en fonction du rôle qui nous est assigné ou qu'on choisit avant le début d'un loop. Ce qui fait qu'on joue presque jamais deux fois la même chose, en tout cas pas à la suite. Donc qu'on joue Gnosia ou humain ou ingénieur, etc., on aura toujours des façons d'agir ou de réagir, même inconsciemment évidemment, qui seront totalement différentes. On ressent un peu justement cette fameuse expérience sociale dont il parlait. Et je trouve ça vraiment très intéressant, mais compliqué à en parler en même temps. Donc il faut vraiment essayer le jeu en fait, comprendre correctement ce que je raconte. Par contre, chose drôle avec des très grands guillemets, c'est que j'ai eu vraiment l'impression plusieurs fois dans le jeu de jouer avec des vraies personnes, parce qu'il y a des passages où on sait qui sont les Gnosia. Nous-mêmes, on sait qui sont les Gnosia, on essaie de convaincre les autres, et finalement, ils en font qu'à leur tête. Heureusement, pas tout le temps, évidemment. Ils arrivent souvent à comprendre la logique dans certains débats en général, mais ça arrive quand même, pas tout le temps, heureusement, donc. Mais j'ai vraiment eu des flashs en jouant. Horrible d'ailleurs, de parties de Among Us avec des gens qui accusent vraiment pour rien du tout, ou bien des gens qui sont accusés, qui arrivent à retourner une situation alors que tous les désignaient. En fait, il y a vraiment des choses, c'était lunaire. Mais ça ressemblait vraiment à des vraies personnes. C'est des bots, mais ça ressemblait vraiment à des réactions de vraies personnes, ce que j'ai trouvé horrible et fascinant à la fois. Comme je dis, heureusement, c'était pas courant, mais ça reste quand même dur.
Ensuite, c'est compliqué de parler correctement de la fluidité sur un jeu comme ça, mais je peux noter quand même que les dialogues se passent sans souci, les images aussi, tout est très fluide dans les changements d'image en fait, il n'y a pas de latence. Il y a juste la musique qui change un peu trop radicalement parfois quand on change d'un plan à l'autre, mais en même temps c'est fait exprès parce qu'on passe d'une image à une autre et d'un texte à un autre qui change totalement la situation. Chaque musique correspond à une situation très précise, que ce soit d'angoisse, de peur, que ce soit des passages avec des gnosias, les bugs, etc. Donc moi, ça m'a vraiment pas dérangé du tout. Donc sur ce côté-là, je trouve que c'était vraiment parfait. D'ailleurs, les développeurs ont fait vraiment un excellent travail avec ce jeu, je trouve. Comme je disais, ils sont seulement 4. Dont une qui s'occupait du design et une qui s'occupait de la musique. Ils sont d'ailleurs les deux vraiment bien réussis. Et ils arrivent à nous offrir du coup un jeu qui est linéaire sans vraiment l'être non plus. C'est-à-dire que l'histoire, elle avance dans le bon sens, mais elle arrive un peu par segments en même temps. Si on choisit les bonnes configurations pour les loops, évidemment. Si on commence à faire ses parties de son côté tout du long, on va pas avancer beaucoup. Donc en fait, on vit un peu à notre rythme des expériences très intéressantes sur la façon de jouer, la façon dont les bots réagissent face aux événements du jeu, etc. Comme je l'ai dit aussi avant, chaque personnage a des statistiques, mais aussi des façons d'être et des façons de jouer, de répondre, de nous attaquer, de défendre, etc. Donc on peut vraiment apprendre à connaître les personnages pour réagir en conséquence dans le jeu. J'ai très bien compris par exemple que certaines personnes, il vaut mieux pas les attaquer, en tout cas sans preuve très solide, sinon la personne retourne littéralement tout contre nous, c'est très compliqué. Donc moi j'ai trouvé qu'ils ont vraiment fait un travail de fou pour rendre ces bots réalistes d'une certaine manière évidemment. Et c'est donc aussi une très bonne expérience sociale, même si certes le jeu aurait pu être plus technique visuellement avec de la 3D, une vue FPS en se déplaçant dans le vaisseau par exemple, mais ça apporterait pas grand chose au jeu en soi, à part de la galère pour le studio au final. Et pour conclure ce point, dans le jeu je n'ai remarqué aucun bug. En même temps je sais même pas s'il y a déjà eu des jeux avec des bugs dans le style visual novel. Si quelqu'un a déjà vu des bugs dans un visual novel, je serais très heureux de savoir lesquels et comment. Peut-être sur l'affichage du texte, peut-être, en effet, mais voilà. Donc pour moi, le gameplay a une note de 9,0 sur 10. Principalement parce que le gameplay varie beaucoup en fonction de quand on avance dans le jeu. Donc c'est très compliqué de noter un gameplay d'un visual novel, vu que c'est évidemment uniquement du texte, cliquer sur des choses tout le temps. Mais dans le style visual novel, c'est vraiment un gameplay incroyable. Et je me suis quand même bien plus amusé sur ce jeu avec ce gameplay où il faut uniquement cliquer que sur beaucoup de jeux, que ce soit FPS ou autre. Pour les graphismes, j'ai trouvé qu'ils sont vraiment corrects. Ils sont entièrement en 2D, les personnages sont dessinés, certains décors aussi d'ailleurs, mais ils ont quand même pas mal de détails, que ce soit justement sur les vêtements, les coiffures, les cheveux, les yeux, les expressions, etc. Les décors, eux, sont un peu plus banals, ils auraient pu faire un peu mieux, je pense, avec un peu plus de plans différents, je pense. Mais pour un jeu en 2D, c'est quand même très très beau, sans non plus être incroyable. Évidemment, mais ça reste quand même très très beau. Dans l'animé par contre, c'est visuellement vraiment très très beau. Ils ont vraiment beaucoup travaillé sur les couleurs, qui sont beaucoup plus éclatantes que dans le jeu. Les personnages sont très bien faits, les décors sont beaux. On voit d'ailleurs un peu plus de plans différents dans l'animé, même si ça reste assez limité, vu que ça reste quand même dans un vaisseau pas très grand non plus. Mais ils ont vraiment fait un super boulot, et je pense que c'est dans un très très bon top anime niveau qualité visuelle, surtout par rapport aux personnages. Pour la variété des costumes décors dans le jeu, elle est quand même assez grande, même si chaque personnage n'a presque qu'un seul costume tout le long du jeu. En même temps, ça parle quand même d'un jeu qui boucle tout le temps, donc c'est quand même compliqué de faire des choses différentes à chaque fois. Mais ils ont quand même des designs vraiment très originaux, que ce soit les vêtements, les coupes de cheveux, les ornements ou autres spécificités uniques. Par exemple, le chat dans le cou d'un personnage, Chippy, le dauphin qui parle, Otome, ou l'humain avec une peau d'alien, Shikimichi, ou encore le personnage avec des sortes de tatouages bizarres partout sur le corps, Comet, qui en fait est une sorte d'alien très dangereux, ce qui rend du coup pour moi les personnages vraiment uniques visuellement. J'ai assez rarement vu des personnages autant marquants, je dirais. En plus de ça, on a quand même un vaisseau dans lequel on peut vaguement choisir les salles pour interagir avec certains personnages. Il n'y en a pas énormément, on verra principalement la salle principale qui est la salle des votes, mais encore une fois le jeu se prête
pas vraiment à autre chose. Donc pour un jeu style loup-garou en format visual novel, je trouve que c'est vraiment très bien. Mais clairement, pas le cacher, ça reste quand même les décors qui entachent quand même beaucoup la variété dans le jeu. À noter qu'il y a quand même quelques passages des personnages avec des vêtements un peu différents, que ce soit uniquement quand ils retirent des surplus de vêtements par exemple, parce qu'ils ont tellement de froufrou dans tous les sens que ça fait vraiment bizarre quand ils enlèvent juste un truc. Il y a quelques passages aussi quand ils sortent de la douche par exemple. Tout bête, hein, on peine parfois à reconnaître certains personnages, donc je trouve quand même très intéressant ce petit truc de pouvoir voir les personnages d'une autre manière. Et je trouvais ça vraiment très cool. Pour l'animé, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va retrouver des personnages, donc les 14 personnages du jeu, plus le personnage qu'on joue nous-mêmes, qui est un personnage à part entière dans l'animé, qui est donc évidemment le protagoniste, qui se nomme Yuri, qui ont donc évidemment tous les mêmes tenues que dans le jeu, mais un peu plus détaillées. On les voit aussi un peu plus facilement, du coup, que dans le jeu, enlever certaines couches de vêtements, d'accessoires ou autres. On retrouve aussi toutes les mêmes pièces, évidemment, de vaisseaux que dans le jeu, mais on les voit plus en détail, on les voit un peu plus en 3D en fait. Du coup, ça va pas être des plans fixes à chaque fois, mais c'est compliqué de faire mieux aussi dans l'animé sans rajouter de nouvelles salles qui serviraient non plus à rien. Ils y suivent quand même bien l'histoire. Vu que c'est un lieu clos et pas très grand, ça reste quand même très bien, surtout que, comme je disais, on voit un peu mieux les pièces, les personnages aussi, les animations qui changent aussi beaucoup visuellement ce qu'on peut penser d'un personnage, donc c'est vraiment très cool. Donc pour les graphismes, j'ai mis la note de 8,0 sur 10. Parce que visuellement, c'est quand même pas une claque non plus, mais ça reste très très beau, un visual novel pour un jeu tout court même. Il y a des plans dessinés qui sont vraiment magnifiques. Ça change beaucoup justement cet aspect dessiné par rapport à beaucoup de jeux, surtout maintenant, qui vont être soit en pixel art, soit en 3D ou en 2D, mais c'est assez rarement des dessins. Il y a un petit truc différent que j'ai trouvé intéressant. C'est compliqué de juger les graphismes par rapport au dessin, surtout quand la plupart, voire la majorité des jeux ne sont pas en dessin. Mais je pense avoir été le plus juste possible pour cette note. À voir ce que vous en pensez. Maintenant, on va passer à la bande son. Les musiques du jeu ont été composées par Q Flavor, qui est du coup l'un des 4 membres du studio Petit des Poteaux, qui est donc le compositeur et responsable des soundtracks du studio. Il fait des musiques classées dans le genre glitch pop ou électronique expérimentale. Ces morceaux utilisent des structures assez complexes, des sonorités électroniques du coup glitch pop, qui sont en fait des sortes d'effets de saccade ou de distorsion numérique, qui collent vraiment parfaitement au style de loop dans l'espace, etc. Très bizarre du jeu et de l'animé, et beaucoup de mélodies atmosphériques qui sont des musiques d'ambiance qui privilégient plus facilement les émotions que le rythme, ce qui colle aussi parfaitement bien je trouve au jeu avec cet aspect de boucle temporelle, de passage assez émouvant aussi dans le jeu avec certains personnages, certaines histoires, etc. Moi, de mon côté, j'ai trouvé les musiques du jeu vraiment très prenantes, surtout à certains moments, quand il y a les musiques d'un coup qui vont s'emballer, d'un coup, sans raison. Il y a des musiques qui sont à la fois angoissantes et à la fois vraiment splendides. Il y a même des moments où j'ai attendu exprès de ne pas passer de dialogue, en fait, pour éviter de couper la musique. Donc je suis resté 5 minutes à écouter juste la musique entre deux plans. Et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très bien, et j'écoute même d'ailleurs encore des musiques maintenant du jeu ou de l'animé. Pour moi, donc, les musiques, c'est une vraie réussite, surtout pour un si petit studio. Que ce soit la musique du menu, bien durant les dialogues, d'ailleurs ça s'adapte, comme je disais, en fonction des situations. J'ai trouvé que tout était parfait. Il y a 24 musiques dans le jeu, et je trouve que chacune de ces 24 musiques du jeu correspondent vraiment bien à des situations bien précises, ou des moments spéciaux, ou des personnages, etc. Ce qui rend l'expérience sonore, j'ai trouvé vraiment très agréable. Pour citer 2 musiques que j'ai trouvées vraiment très cool, il y a Ululo et Blue Sky, Blue Star qui sont vraiment incroyables. Pour l'animé, les musiques ont été composées par Hideyuki Fukazawa, qui est connu pour ses travaux sur Street Fighter depuis le 4e. Il a aussi composé pour d'autres jeux comme Onimusha 2, Chaos Legion, certains Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, Monster Hunter Frontier ou Mobile Suit Gundam. Il a aussi travaillé sur des animés comme le film Fullmetal Alchemist, The Flower of Evil ou encore pour The Fate. Les musiques de l'anime, je les ai trouvées très intéressantes parce qu'elles se collent aussi parfaitement aux situations. Principalement les musiques de tension qui sont, j'ai trouvé, particulièrement belles, qui ajoutent un petit plus aux scènes qui sont déjà tendues de base. Dans l'animé, il y a 71 musiques, dont la plupart sont des musiques originales, mais il a aussi repris évidemment quelques musiques du jeu, comme justement la plus connue, Ululo, qui me fait d'ailleurs beaucoup penser à un style de musique de Nier Automata.
Mis à part ces quelques musiques, principalement les musiques du jeu en fait, j'avoue que j'ai pas été particulièrement marqué par les OST de l'anime. J'étais probablement aussi peut-être un peu trop absorbé par l'histoire que j'ai trouvé incroyable. Par contre, justement, en réécoutant les musiques seules, je les trouve quand même très belles, mais je préfère très clairement l'opening et les deux endings qui m'ont vraiment marqué et que je continue aussi à écouter assez souvent. L'opening et les deux endings, je les ai trouvés vraiment incroyables. Je continue d'ailleurs d'écouter assez souvent ces trois musiques qui me tiennent quand même un peu à cœur. Il y a donc l'opening qui se nomme Bake no Kawa, qui veut dire sous le masque, qui correspond assez bien aussi au niveau de son nom au Gnosia, simplement le fait de se cacher sous un masque pour mentir aux autres, se faire passer pour une personne que l'on n'est pas. Et elle a été faite par Maison D, qui est un projet musical japonais conceptuel qui a été lancé en 2021 par Sony Music Labels. Chaque morceau a un chanteur et un producteur, compositeur différent. J'ai personnellement beaucoup aimé cette musique, combine parfaitement plusieurs styles de voix et qui colle parfaitement au style de l'anime. La vidéo du clip qui rend l'expérience encore plus intéressante, je trouve, avec le fameux système de loop qui est assez bien représenté dans le clip. Il y a l'ending 1 qui se nomme Lou% Woo%, qui a un titre donc un peu étrange comme à chaque fois avec ce compositeur et qui doit faire évidemment référence donc au loop. La musique a été faite par le groupe Ling Tosit Sigur, qui veut dire froid comme une averse d'automne tardive. C'est un groupe de rock japonais formé en 2002. Le groupe est assez connu pour avoir chanté des openings et endings connus dans divers animés tels que Psycho Pass. Mais c'est surtout le chanteur du groupe, Toru Kitajima, alias TK, qui a beaucoup fait parler de lui avec des openings et endings tels que Tokyo Ghoul, Chainsaw Man, Solo Leveling, My Hero Academia ou encore Code Geass. C'est surtout sa voix très aiguë qui l'a rendu spécial, mais il est aussi guitariste et compositeur. La musique, je l'ai trouvée vraiment très forte et elle fonctionne très bien, comme la plupart des musiques du groupe chanteur en soi. Visuellement, le clip est, j'ai trouvé, assez banal, sauf le début avec le passage assez intéressant qui semble montrer des changements de boucle temporelle. Et les images collent aussi, je trouve, très bien à la musique. Et puis, il y a l'ending 2 qui se nomme Floor Killer, qui aurait un double sens, car il pourrait signifier tueur de piste pour le groupe et tueur de l'étage pour l'anime. La musique a été faite par Umeda Cypher VA, qui est un collectif hip-hop japonais. Leur style musical se définit surtout par une énergie collective unique, née des sessions de rap improvisées, qui se dit donc Cypher, organisée à l'origine près de la gare de Umeda, d'où le nom du groupe. Personnellement, c'est, je pense, la musique que j'ai préférée au niveau de la musique, mais aussi par rapport au clip, parce qu'il fait, je trouve, référence presque de bad ending, vu que le clip nous montre plusieurs catastrophes, que ce soit naturelles ou non, qui détruisent le vaisseau, puis tous les personnages de l'anime infectés par le Gnosia. J'aime vraiment beaucoup cet ending, surtout grâce au mix entre le clip plus sombre que les deux autres et sa musique vraiment très dynamique avec des passages de rap très rapides et intenses. Pour conclure donc, les OST m'ont pas marqué plus que ça, sauf quelques-unes, en général celles du jeu, mais opening, ending, je les ai trouvés vraiment incroyables, que ce soit visuellement ou musicalement. Pour le mix, évidemment, du jeu, je l'ai trouvé quand même très correct, même si c'est un peu trop fort par moment quand la musique s'emballe. Il y a aussi, comme j'en ai déjà parlé, des cuts un peu brutaux entre deux. En même temps, c'est un peu compliqué de faire différemment pour eux, mais globalement, c'est vraiment bien fait. Donc, pour la bande-son, j'ai mis une note de 7,8 sur 10. Pour le scénario du jeu, c'est assez simple au début, mais il devient vraiment très compliqué à suivre vers la fin, que ce soit dans le jeu ou dans l'anime d'ailleurs. D'ailleurs, les deux se complètent un petit peu. Si vous avez l'occasion de regarder l'anime et de faire le jeu, je pense que ça aiderait quand même beaucoup pour la compréhension. En plus de ça, les deux valent le coup, donc si jamais, n'hésitez pas. Le scénario, ça parle de plusieurs personnes qui se retrouvent coincées dans un vaisseau après avoir fui une planète qui subit une épidémie de Gnosia. Mais une fois à bord, il y a l'IA du vaisseau qui fait des scans et qui détecte des Gnosia à bord. Et selon le protocole interstellaire qui a été mis en place dans cet univers, tous les membres d'équipage doivent être cryogénisés, sinon le vaisseau n'a plus le droit de s'approcher de quelconque planète, pour éviter du coup donc évidemment de propager ça plus loin. Pour empêcher que tous les humains soient cryogénisés sans raison, Setsu, qui est un personnage du jeu très important, propose à l'IA de laisser décider les humains sur qui envoyer en cryogénisation par des votes, et si tous les Gnosia sont hors d'état de nuire, les humains survivants pourraient continuer leur vie normalement. L'IA du vaisseau, pour préciser, détecte quand il y a des Gnosia. Il sait combien il y en a, mais par contre, il ne sait pas qui sont infectés par le Gnosia.
Le but de l'histoire, c'est donc de faire des débats suivis de votes pour savoir qui est ou non le Gnosia. Les Gnosia sont donc des humains infectés par le Gnos, une sorte de virus, mais il est presque impossible de différencier la vraie personne d'une personne infectée. Donc ce sont en général pas de simples petits mensonges, c'est quand même des gens qui recopient très bien les personnes qu'ils ont contaminées. Seulement, on perd dès le début, donc on est voué à une mort certaine, et Setsu nous donne donc un drôle d'objet, un cube bleu qui se nomme la clé d'argent. On l'utilise sur nous, elle fusionne avec son propriétaire, et une fois mort, peu de temps après, notre personnage se retrouve à nouveau juste avant le premier débat, et les boucles commencent à cet instant. La clé d'argent, c'est une forme de vie qui se nourrit des connaissances. Tant que notre personnage ne remplit pas la clé, il devra subir des boucles encore et encore, même s'il survit dans certaines. Donc même si dans certaines fins, tout est heureux, tout finit bien, on est toujours renvoyé avant le premier débat dans chaque boucle. La suite, elle est bien plus compliquée, mais je vais en parler évidemment dans la partie spoil pour ne pas dévoiler l'intrigue du jeu. Mais c'était vraiment intéressant à suivre, même si, comme je disais, c'est fragmenté entre plusieurs loops dans le jeu. Pour l'animé, c'est globalement le même scénario, mais il est un tout petit peu plus poussé, surtout sur la fin de l'histoire et son dénouement, et sur certaines explications qu'on n'a pas forcément dans le jeu. Au final, comme j'ai dit avant, il y a des lacunes dans les deux. L'anime pousse davantage sur le scénario, le jeu nous donne un peu plus des informations sur tous les personnages correctement, alors que l'anime passe totalement à côté de certains personnages. J'ai trouvé, surtout par exemple Jonas, il me semble qu'on n'a presque aucune information sur lui dans l'animé par exemple, alors qu'on en a quand même un peu plus dans le jeu, pour prendre qu'un exemple. Même si, du coup, au final, la version animée, elle donne quand même de meilleurs aperçus avec des exemples un peu plus complets que dans le jeu. En même temps, le fait d'avoir l'animation avec les personnages qui bougent, qui parlent, qui arrivent à expliquer correctement toutes ces choses, et de pas devoir résumer comme le jeu à des images fixes avec, en général, le moins de phrases possible pour éviter d'endormir les gens, c'est quand même plus facile en animé de faire quelque chose qui correspond. Pour retourner au jeu d'ailleurs, l'ambiance, elle est incroyable. La tension pendant les phases de débat, le fait de devoir deviner de qui est louche, comment réussir à être normal si on a un Gnosia, de comment pensent les autres aussi, les images du jeu qui sont parfois très belles et touchantes aussi, comme je l'avais aussi expliqué avant, avec les dialogues et la musique aussi qui est très forte émotionnellement. Ça donne quand même beaucoup de passages assez marquants, j'ai trouvé, pour ce jeu. Donc, il a vraiment réussi à mettre une très bonne ambiance tout le long du jeu. Que ce soit l'histoire ou même des fois, donc, pendant les débats. Dans l'animé, je pense que c'est un peu plus accentué aussi par rapport au jeu parce qu'on contrôle rien du tout. On n'est pas nous-mêmes le protagoniste, on suit le protagoniste qui fait ses propres choix. Donc, c'est, je trouve, plus compliqué de savoir qui est un Gnosia ou non. C'est donc plus stressant. Et donc, en plus d'avoir les mêmes qualités que le jeu, je trouve qu'il y a ce petit plus sur l'ambiance générale, justement, du fait qu'on ne joue pas le personnage, donc on est moins au courant des choses, donc ça nous surprend plus facilement, je dirais. Donc, comme pour le jeu, l'humour, la tension, les énigmes, les personnages, la musique, etc., j'ai trouvé quasiment tout parfait. Pour les personnages du jeu, je les ai trouvés vraiment incroyables, encore une fois. Ils ont tous une personnalité propre, ils ont tous des designs que j'ai jamais vus ailleurs. Ils sont vraiment originaux dans presque tous les aspects. On retrouve des personnages de plusieurs planètes différentes, avec des cultures qui leur sont propres. Certains personnages ont des histoires avec d'autres membres, ce qui donne des intrigues secondaires très intéressantes à suivre, comme par exemple avec Remnan principalement, sans trop en dire. On apprend aussi à tous les connaître, leur passé, leurs combats, etc. On retrouve aussi une grande diversité dans le jeu. Il y a quand même 2 personnages non binaires, Setsu et Rakyo. Il y a un personnage qui veut devenir un chat et qui a d'ailleurs même commencé une transition pour. On en a un autre qui est un dauphin intelligent qui parle, ou encore un autre personnage qui est un androïde, etc. Ils sont donc 14 au total et je les ai trouvés tous vraiment bien écrits et intéressants. Pour l'animé, c'est globalement la même chose, mais en plus ou moins détaillé. Certains personnages, comme je l'ai dit avant, comme Jonas, j'ai trouvé qu'ils passent presque trop à la trappe. Creuser plutôt sur d'autres personnages comme Gina, Kukrushka ou SQ, entre autres, ont été, je trouve, beaucoup plus mis en avant dans l'animé que dans le jeu. Pourtant, il y a quand même au moins un personnage qui n'a pas eu assez d'informations à mon goût dans le jeu et dans l'animé. Pour moi, c'est Yuriko. J'ai trouvé très mystérieuse, c'est aussi le but du personnage. J'ai trouvé vraiment qu'il me manquait un petit truc quand même final avec elle, peu importe dans le jeu, dans l'animé, mais il manquait un petit truc. Il y a aussi eu Remnan et Shaming, des petits manques aussi, je trouve, dans les deux. Un peu moins que Yuriko, mais j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'informations quand même sur tous ces personnages. Que ce soit le jeu qui dure 1 heure de plus, que ce soit l'animé qui est un épisode en plus, je sais pas, mais j'étais un petit peu frustré sur ces points-là. Donc pour le scénario, j'ai mis une note de 9,2 sur 10.
parce que je l'ai trouvé vraiment très très prenant. J'adore en plus tout ce qui est boucle temporelle, tout ce qui est justement souci de temporalité, qui est souvent un très gros problème d'écriture. Hein. C'est vraiment pas évident d'écrire des histoires qui ont une résolution à la fin, parce que ça part très vite dans des choses qu'on ne connaît pas, et quand on ne connaît pas, comment réussir à faire des choses logiques quand les choses sont passablement illogiques de base. C'est des choses qui me fascinent beaucoup. Ils ont réussi à faire quand même quelque chose d'assez cohérent, même si c'est quand même très bizarre. Donc je trouve que la note est quand même bien méritée, avec en plus des personnages qui sont vraiment incroyables. Encore une fois, donc voilà. Pour la durée de vie du jeu, j'ai mis 23 à 24 heures de jeu pour platine le jeu. J'ai fait un peu plus de 100 loops, j'ai dû en faire 120 à peu près, sans me stresser non plus, en essayant quand même de maximiser mes chances de victoire évidemment, mais en skippant aussi pas mal de dialogues, surtout pendant les débats. Il y a des dialogues des fois qui reviennent souvent en boucle quand une personne accuse, quand une personne se défend, etc. Il n'y a pas besoin toujours de tout lire quand on connaît les dialogues. Voilà, il n'y a pas besoin non plus de trop s'attarder là-dessus quand on connaît. Et très clairement, pour un jeu de ce genre-là, donc visual novel, énigme, débat, etc., je trouvais que c'est un temps de jeu quand même bien correct. Pour la difficulté, je ne l'ai pas trouvé d'une très grande difficulté parce qu'on peut recommencer sans arrêt la boucle avec les mêmes configurations, heureusement. Mais en plus, on a là justement le moyen de monter de niveau entre deux, vu qu'à chaque fois qu'on finit un loop, on gagne de l'expérience, et donc on a la possibilité de monter de niveau certaines caractéristiques. Du coup, ça rend le jeu en général de plus en plus facile à force. Du coup, on perd facilement plusieurs fois sur la tonne de loops qu'on doit faire, mais c'est normal. Et c'est même des fois fait exprès d'ailleurs qu'on perde, surtout quand il faut qu'on survive avec un personnage et que ce personnage est forcément un bug, par exemple, ce qui arrive. C'est aussi pour nous montrer donc ce que ça fait, évidemment. Mais c'est jamais vraiment grave, comme je disais, vu qu'on recommence juste un nouveau loop. Donc le loop qu'on a perdu compte, on a un peu moins d'expérience que si on l'avait gagné, évidemment. Le loop d'après, ce sera pas les mêmes personnages qui auront les rôles, donc ce sera pas la même personne qui sera ingénieur, pas la même personne qui sera un bug ou un gnosia, etc. Donc on peut pas non plus tricher en faisant deux fois une même boucle pour avoir des informations. Mais ça reste quand même assez difficile parfois. J'ai eu beaucoup de petits moments de rage quand il faut avoir des objectifs précis pour l'histoire, comme justement faire survivre un personnage jusqu'à la fin. Et si on n'est pas ange gardien, ça peut s'avérer être très compliqué. Il faut l'aider autant dans les sauts, sauf qu'on peut rien faire si on n'est pas ange gardien, ou ne pas le tuer si on est gnosien, hein, pourquoi pas. Mais on peut pas faire grand chose parfois pendant les débats, parce que les débats, si tout le monde a la preuve que la personne soit gnosia ou assez follower ou bug, c'est compliqué de défendre une personne qui est quasiment déjà sur l'abattoir. Donc voilà, il y a eu des passages vraiment horribles là-dessus. Il y a même un personnage, une fois que j'ai dû sauver, que j'ai dû amener jusqu'à la fin du jeu, que la personne était au courant d'ailleurs, elle m'a demandé que je l'amène jusqu'à la fin du jeu. Cette personne qui était un gnosia et qui m'a tué le dernier saut. Donc on n'était plus que 3 vivants. J'aurais gagné si elle avait tué l'autre, mais non. Donc je trouve le jeu un peu cruel quand même sur certains points, niveau difficulté si on peut appeler ça comme ça. Mais sinon globalement le jeu était quand même pas trop compliqué, justement du fait qu'on peut recommencer à l'infini et que ça n'aille aucune incidence, sauf nous donner de l'expérience. Donc pour la durée de vie, j'ai mis une note de 7,5 sur 10. Pour le rapport qualité-prix, le jeu, donc comme j'ai dit, se finit en 23-24 heures. Il coûte environ 25 € sur Steam et à peu près 30 balles sur PS5. Ça reste assez cher pour le temps de jeu, surtout sur console. Sur Steam, c'est quand même beaucoup plus correct. Mais il reste quand même dans une très bonne moyenne en soi. Surtout que le jeu en vaut quand même largement le coup. Que ce soit pour l'expérience sociale, pour l'histoire, les musiques, les dessins, etc. Donc je trouve qu'il fait quand même largement les 30. Donc pour le rapport qualité-prix, j'ai mis une très bonne note quand même de 8,6 sur 10. Pour mon avis, je connaissais pas du tout le jeu avant que l'animé ne sorte. Donc en fait, j'ai d'abord fini l'animé avant de lancer le jeu pour éviter tout spoil. Au final, je regrette pas du tout d'avoir joué au jeu, même si je recommanderais plutôt aux gens de faire d'abord le jeu en premier, vu que l'animé creuse un peu plus la fin de l'histoire. Du coup, c'est quand même, je pense, plus intéressant d'abord d'avoir le jeu qui facilite un peu la fin, on va dire, puis de faire l'animé qui améliore un peu déjà l'aspect visuel, le fait d'avoir de l'animation, les dialogues, qui nous amènent en fait, on est plus passif dans l'animé évidemment que dans le jeu. On n'a pas besoin de réfléchir non plus, sauf si on a envie de deviner qui est Gnosia ou non, mais l'animé évidemment ne se concentre pas à chaque fois, à chaque loop sur qui est Gnosia ou non. Il y a aussi beaucoup d'épisodes, même majoritairement je pense, qui se basent uniquement sur le scénario uniquement, c'est-à-dire les personnages, les développements de tout ça. Donc il y a un peu un mix des deux au final. Par contre, c'est un jeu qui est évidemment pas fait pour tout le monde.
C'est un jeu quand même assez spécial, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de violence, mais ça plaira quasiment à coup sûr aux fans de visual novel, aux fans d'histoires un peu hors normes et complexes. En tout cas pour moi, le jeu ça reste quand même une vraie surprise. Pour l'animé, pour moi c'était encore une plus grosse surprise parce que c'est l'un des rares animés pour lequel j'avais une hype au départ et qui ne m'a pas déçu. En général, quand j'ai des attentes pour un jeu, pour un animé, pour un film, j'ai tendance à mettre la barre un peu trop haute et il m'arrive assez fréquemment d'être déçu. Même si l'animé, le jeu, etc. reste quand même très bien, dans une très bonne moyenne, etc. Si je m'attendais à mieux que ça, je vais le mettre plus bas que quelque chose qui va me surprendre. Donc, le fait qu'un animé me surprenne alors que je m'attendais déjà à quelque chose d'intéressant, c'est pour moi vraiment incroyable. Donc que ce soit les personnages, la musique, le visuel, l'opening, les endings, l'histoire, etc. Il y a vraiment tout qui m'a marqué. Comme pour le jeu, du coup, évidemment, l'animé, il n'est pas fait pour tout le monde. Il faut quand même aimer un minimum devoir réfléchir, si on a envie en tout cas de comprendre l'histoire. Mais il reste quand même vraiment incroyable pour son style. Et je recommande quand même fortement cet animé à tout fan d'animation japonaise en fait. Et ça reste aussi quand même plus ouvert aux gens, je pense. Comme avant, il n'y a pas de violence, etc. Mais ça reste quand même un animé, même juste pour le visuel. Il n'y a rien à faire de spécial, c'est gratuit en plus. Je veux dire, voilà, c'est accessible. Donc je pense que c'est un animé qui devrait être essayé au moins les 5 premiers épisodes pour se faire vraiment une bonne idée. Vu que ça change quand même beaucoup entre le premier épisode et le 5e. Donc, si possible, faites les deux. Si vous êtes un peu compliqué, ne faites pas forcément le jeu qui est quand même très niche, essayez au moins l'animé. Donc, pour mon avis, je donnerai une note de 8,5 sur 10. Passer à la partie spoil maintenant, il faut faire attention. Le jeu contient deux fins, une fin basique et la vraie fin. Quand on finit la première fin basique, donc on a la possibilité d'atteindre la vraie fin. La première, elle est quand même assez simple à faire. Il suffit de suivre tout le long du jeu les aides qui nous donnent les bons sets par loop pour avoir accès donc évidemment aux événements ou aux compétences, etc. Et ensuite, il suffit simplement de faire des loops et des loops et des loops en boucle en utilisant cette aide-là pour compléter en fait simplement les informations sur les personnages et les bouts d'histoire dans chaque loop. Pour le dernier loop, par contre, il y a une interférence qui bloque cette fameuse aide. Il faudra donc trouver tout seul le set à choisir. Ça peut paraître un peu dur, surtout avec tous les choix qu'il est possible de faire, mais ça reste au final assez simple. Peut-être que l'animé m'a un peu aidé aussi. Il suffit en fait de mettre 15 membres et aucun Gnosia. Quand on fait ça et qu'on lance le loop, on va avoir la fin basique qui se lance. Ça nous explique quand même un bon gros plot twist, la révélation que notre personnage est un bug. On le savait déjà un peu avant, mais ça nous le met vraiment à la figure. Le fait que le vrai nous est dans un pod médical à l'infirmerie, parce que oui, on est un bug d'une personne qui existe vraiment. Et il y a ce fameux problème que quand il y a deux mêmes personnes qui se rencontrent, ça crée du coup évidemment la destruction de l'univers. Parce que c'est pas censé être là, c'est pas censé être comme ça. Donc on a tous les dialogues par rapport au fait qu'on est un bug, etc., etc. Et tout à la fin, on a une petite cinématique avec chaque personnage du jeu, chaque 14 membres qu'on a croisés. Et ceux qui deviennent dans le futur en fait. Il y a des personnages où c'est intéressant, il y a des personnages où c'était assez prévisible, il y a des personnages où c'est assez triste. Je ne dirai rien de plus par rapport à ça, mais j'ai trouvé quand même très cool qui nous donne un aperçu de ce que les personnages vont devenir dans une suite qu'on ne connaît pas. Du coup, une fois qu'on a acquis cette fin avec tout le scénario qui va avec, que je vais pas expliquer en détail pour pas spoiler trop non plus, et parce que c'est très long et compliqué, le fond d'écran du menu principal va changer. D'ailleurs, il est très beau. Il faut donc maintenant suivre l'indice que Setsu nous a laissé dans la première fin. Le personnage qui ouvre donc un portail vers une autre dimension avec sa clé d'argent remplie. Il faut donc suivre cette personne dans une autre dimension et pour ce faire, il suffit de refaire simplement une nouvelle sauvegarde pour recommencer le jeu dans une autre dimension. Ce que je trouve vraiment très intéressant d'ailleurs, l'aspect qu'une sauvegarde différente, ça représente une autre dimension. Donc le fait de charger une partie ou de refaire une partie, théoriquement dans le lore, correspond donc à des dimensions différentes. Je trouve assez cool d'avoir incorporé ce petit truc. Ce qui est assez rare d'ailleurs dans des jeux. Et ça colle en plus très très bien au jeu, le fait de faire la même histoire dans deux parties distinctes, etc., etc. Et en plus, peu importe le jeu, théoriquement ça marche. Tu peux faire deux parties de Borderlands 2, tu peux te dire que c'était un monde parallèle avec des choix un peu différents. Donc je trouve l'idée vraiment très très cool. Et donc, quand on relance une nouvelle partie, on évoque un souvenir à Setsu, dès le tout début du jeu, ce qui lance du coup la vraie fin du jeu. Donc on va avoir les mêmes personnages que dans le tout premier loop du jeu. Donc en fait, le début et la conclusion du jeu se font au même endroit. J'ai trouvé que c'est assez fort en sens, en fait. Ça fait donc déjà comme une boucle.
et sans trop en dire, encore une fois, parce que c'est compliqué et que c'est long, et que ça spoilerait quand même quelque chose de très important, je trouve. La fin, elle est vraiment bien, même s'il manque quelques petites explications, surtout par rapport à SQ, Kukrushka, etc. Mais elle reste très positive, la fin, donc c'était quand même vraiment un plaisir à voir. Par contre, petite note quand même, j'aurais pas du tout trouvé le fait de devoir faire une nouvelle sauvegarde pour trouver la vraie fin, donc merci les Solus, j'aurais tourné en rond pendant très longtemps sinon. Et d'ailleurs, merci aussi beaucoup aux trophées qui m'ont appris qu'il y avait une deuxième fin. Sans ça, j'aurais pas non plus appris qu'il y avait une autre fin, donc n'hésitez pas à vérifier vos trophées, ça peut peut-être vous sauver le fait qu'il y ait plusieurs fins. Ce serait quand même dommage de passer surtout à côté de cette fin qui est assez aboutie, je trouve, par rapport à cette histoire. Pour passer au spoil de l'animé maintenant, la fin, du coup, elle est quasiment identique au jeu. Notre personnage qui se nomme Yuri dans l'animé, c'est aussi un bug, mais ils accentuent un petit peu davantage la détresse de Yuri, le fait qu'il soit bloqué dans des boucles, dans lesquelles, en plus, il retrouve son vrai lui sans arrêt, donc ça détruit l'univers à chaque boucle. L'animé, je trouve qu'il met aussi très bien l'accent sur cette partie-là, mais aussi sur une fin plus précise et vague à la fois. Je vais m'expliquer. On a, je trouve, une meilleure explication par rapport à SQ et par rapport à Kukrushka et sur la disparition de Setsu, que personne ne se souvient dans les boucles qu'on continue de faire une fois que Setsu passe le portail. C'est-à-dire que dans le jeu, une fois qu'on a la première fin, Setsu passe le portail, personne ne se souvient de Setsu, mais uniquement dans la cinématique de la première fin. Si on continue le jeu, elle sera présente, ce qui est un peu étrange. Alors que dans l'animé, ils mettent justement bien en avant le fait que Yuri continue de faire ses loops en boucle, et que personne ne se souvient justement de Setsu. Ça accentue, je trouve, beaucoup plus justement ce manque en fait de Yuri qui tient énormément à Setsu, et inversement d'ailleurs. Et j'ai trouvé du coup que ça manque beaucoup en ayant vu l'animé avant, je trouve que ça manque beaucoup dans le jeu, et en même temps ça reste aussi très compliqué à faire dans le jeu, donc je ne vais pas les juger trop fortement là-dessus. Je trouve que dans le jeu, il parle aussi assez peu du vaisseau Gnos, qui reste assez flou, mais qui a aussi une grande importance dans l'histoire. C'est quand même mieux mis en avant par Gina et Yuriko dans l'animé, du coup. Donc c'est quand même assez cool, même si j'ai pas tout compris, j'avoue, par rapport à ça. Voilà. Et à la toute fin, celle après s'être débarrassé de la clé d'argent, on a une très belle scène avec Yuri et Setsu qui s'allongent pour le saut. Yuri qui doit disparaître lors de ce saut, justement. Il se regarde, écran noir, et juste un plan de Yuri qui fait un étrange sourire à la fin. Donc on sait pas si au final il survit quand même, on sait pas si il change de dimension juste après, s'il meurt définitivement, s'il change de dimension et du coup ne retrouvera pas Setsu, si c'est le vrai Yuri qui a repris connaissance et que le bug est parti, on sait rien en fait. Donc moi j'aime pas tellement ces fins où on doit imaginer la fin, du coup j'ai un peu de la peine avec ça, mais en même temps, comme je disais, on a quand même une fin plus précise avec des informations plus cruciales je trouve, donc les deux pour moi sont très intéressantes à suivre. Pour moi c'est une réussite et ça se comble très bien entre les deux. Donc pour conclure sur les spoils, moi je trouve quand même que la fin, elle est bien meilleure que celle du jeu, mais aussi plus frustrante, justement parce qu'on n'a pas l'explication exacte de comment ça finit, alors que le jeu finit quand même sur une note un peu meilleure. En tous les cas, je vais le redire et je vais le répéter 100 fois s'il le faut, le nombre de loops que j'ai fait dans le jeu. Si vous n'avez pas joué au jeu, si vous n'avez pas regardé l'animé, n'hésitez pas une seconde et foncez tout de suite. Passer maintenant au jeu du même genre, j'en ai noté pas mal. Déjà, il y a Danganronpa, qui est aussi un visual novel, enquête et thriller. C'est un jeu assez connu des gens qui jouent un petit peu au jeu japonais, on va dire. Un peu moins pour les autres, mais c'est une saga très très intéressante. Gros souci, c'est qu'il y a évidemment uniquement, comme Gnosia évidemment, les deux premiers jeux ne sont pas traduits, ils sont uniquement en anglais. Il n'y a que le 3 qui est traduit en français, mais ça reste une saga très cool. Il y a d'ailleurs 3 animés, donc n'hésitez pas aussi au pire à regarder les animés. Il y a un animé sur le premier jeu, et il y a 2 animés sur le deuxième jeu je crois. Et le troisième n'en a pas, mais il est en français, donc n'hésitez pas non plus. Il y a évidemment la série Steins Gate, qui est un visual novel aussi, qui a aussi eu droit à 2 animés, dont un que je n'ai pas vu, mais le premier original vaut le coup, n'hésitez pas non plus. Chaos Head, qui est aussi un visual novel, qui a un animé aussi un peu plus spécial, je dirais. Évidemment Among Us au niveau loup-garou, déduction sociale, trahison, même si le style du jeu ne ressemble pas du tout. Et Saturné, évidemment, déduction, visual novel, enquête, qui je pense est assez connu pour ne pas forcément devoir expliquer le jeu. La série des Zero Escape avec les boucles temporelles, visual novel, réflexion, qui est une série de 3 jeux qui se suivent,
que j'ai fait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Assez compliqué à expliquer vu que même dans le jeu c'est très brouillon. Mais les jeux d'ailleurs valent vraiment le coup. Il y a des retournements de situation un peu dans tous les sens. Il y a plusieurs chemins à chaque fois, c'est-à-dire qu'on joue un personnage avec plusieurs chemins différents. Dans le troisième jeu, on a même le choix entre 3 équipes de protagonistes et je trouve ça vraiment très cool. Le jeu est assez poussé, l'histoire est assez prenante et les énigmes sont aussi assez cool en soi, même si certaines sont un peu dures parfois. Mais ça reste quand même globalement des jeux que j'ai trouvé très bien, donc n'hésitez pas. Et puis le jeu Ragging Loop, qui est un jeu aussi loup-garou, visual novel, enquête et boucle temporelle que je n'ai pas fini. Jeu aussi intégralement en anglais comme les Zero Escape. Mais ça reste, je pense, des jeux à faire si vous maîtrisez un tout petit peu l'anglais minimum quand même. Au pire, Google Traduction est votre ami. Il y a des limites bien sûr, mais voilà. Donc ma note finale, pour moi, elle va être de 8,48 sur 10, ce qui rend le jeu très bon. Donc voilà qui conclut ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre des choses sur ce jeu et sur cet univers. Et pour vous donner l'indice du jeu suivant, j'ai repris une citation justement de Gnosia, qui correspond je trouve assez bien aussi au prochain jeu que je vais tester, qui est Ad Astra per Aspera, qui est la devise de l'État du Kansas, mais surtout de plusieurs unités militaires aéronautiques ou astronautiques qui signifie vers les étoiles à travers les difficultés. Voilà qui conclut la review, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir.